de Saint-Luc-Saint-Jean, donc de Lyon, qui va nous présenter les trucs et astuces de l'urétéroscopie. On a beaucoup parlé d'urétéroscopie, tu vas pouvoir nous faire un petit résumé. Exactement. Bon, bonjour à tous. Donc pour finir, bon, l'assistance c'est un peu clairsemée. Donc ils vont arriver. Donc je vous apprends rien. L'urétéroscopie c'est le premier traitement des calculs. À peu près il y a 50 000 urétéroscopies par an en France. J'ai laissé mélanger les urétéroscopies du calcul rénal et du calcul caliciel inférieur, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de calculs caliciel inférieur, surtout dans les cotations, parce que c'est mieux coté que le calcul rénal. Alors, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà, mais en pratique, beaucoup de gens ne le font pas. Voilà. C'est un message à faire passer. Alors, si on regarde les recommandations européennes et françaises, l'endourologie a une place importante, quelle que soit la taille des calculs, associés à la lithotricie, sauf pour les calculs qui sont plus gros. Alors, avant l'intervention, là aussi, il faut faire un PSA. Alors, ce n'est pas le PSA que vous connaissez, c'est le Personalized Stone, zut, j'ai oublié le A, Assessment. Donc, il faut faire, si possible, un traitement personnalisé des calculs. On a vu avec Karim Ben Salah, par exemple, on peut ne pas mettre de gaine si on fait un petit calcul chez un récidiviste, par exemple. En revanche, si on ne met pas de gaine sur un calcul de struvite infectieux, on a vu qu'il y avait plus d'infections, on augmente le risque de sepsis, et il a montré un exemple assez parlant. Donc il faut vraiment adapter la technique à chaque patient. Donc la nature supposée du calcul, bien sûr faire une imagerie, je vais m'appesantir un peu dessus. Dans les recommandations, il est recommandé d'avoir une imagerie injectée, voire une imagerie tridimensionnelle si c'est plus compliqué. Nous sommes ici tous différents dans la salle, nos voies excrétrices supérieures sont probablement toutes différentes également, avec parfois des conformations anatomiques plutôt favorables, parfois d'autres bizarres, voire biscornues, voire très très curieuses. Avant l'intervention, l'examen de référence, c'est le scanner. Bon, les éléments importants, c'est l'angle entre l'urtère et la tige calicienne inférieure, la longueur de la tige, son diamètre, est-ce qu'il s'agit d'un calice antérieur ou postérieur, les densités bien sûr du calcul et l'état du parenchyme en regard. Plusieurs publications ont démontré ça, sans surprise. Plus l'angle est aigu, plus la tige est fine, plus c'est compliqué. Alors, avant l'intervention, il faut aussi choisir l'urétéroscope. Cette diapositive est à dessin un peu ancienne, donc c'était les urétéroscopes de l'époque, hein, donc c'est il y a 7 ans. On voyait clairement la différence entre les fibrés et les appareils numériques, qui étaient clairement beaucoup moins souples. Aujourd'hui, cette différence a bien diminué. Ce qui est important, c'est non seulement la déflexion passive, si j'ose dire, enfin, avec l'urétéroscope nu, mais l'urétéroscope avec une gaine en place, avec un laser en place, par exemple, et c'est assez différent. Et vous voyez que les rayons de courbure, selon les fabricants, sont différents. Il faut analyser ça. Alors, c'est un peu comme à la fête foraine. Quelle carabine choisir, sachant que la mire est toujours un peu faussée. Avant, on disait que la déflexion du numérique était moins bien que la fibre optique. C'est aujourd'hui bien moins vrai. Ce qui est vrai, en tout cas, et vous l'avez remarqué tous, c'est que la vision en numérique est clairement meilleure que la vision en optique. Et de ce fait, la durée de procédure est bien moindre. Concernant le risque de casse, c'est sûr que si vous avez une tige étroite, un calcul très dur et un angle aigu, il y a des chances que ça casse plus qu'avec un système ouvert. Donc il faudra préférer de bon sens probablement un appareil à usage unique, surtout si c'est en plus dans un briquet ou un truc comme ça. Mais il n'y a plus tellement, la différence, c'est quand même gommé. Ce qui me semble important de rappeler ici, c'est que tous les urétéroscopes ne sont pas équivalents. Il y a eu ce beau travail sur des fantômes. Ils ont étudié en fait l'accessibilité des calculs en fonction de la sortie du canal opérateur. Et par exemple, si on regarde le cliché de gauche, il s'agit des calices postérieurs. Les petits clichés avec... Je trouve une truc là. Ah, zut, pardon. Voilà. Par exemple, ici, c'est avec un appareil endoscopique avec une sortie à 9 heures et à droite avec une sortie à 3 heures. Vous voyez qu'il y a clairement une différence et on peut se retrouver dans un calcul avec la fibre qui sort de manière malheureusement du mauvais côté et se retrouver dans l'impossibilité de traiter les fragments. Frédéric Pantier a bien résumé ça dans un article récent qui est dans Progrès FMC. Donc voilà, dans le rein droit, si c'est postérieur, il vaut mieux une sortie à 3 heures et une sortie à 9 heures si c'est antérieur. Et le scanner préopératoire doit vous permettre déjà d'avoir cette idée-là. Apparaissent maintenant des endoscopes avec des canaux qui peuvent tourner aussi.
Concernant l'installation du patient, comment l'installer? Alors il y a l'installation qu'on connaît tous, en position, on va dire, gynéco, et il y a peut-être moyen d'améliorer ça dans cette situation-là. Des auteurs ont analysé l'intérêt et la modification de l'angle entre l'urtère et les tiges caliciées inférieures selon l'inclinaison et la disposition du patient. Et dans cette première étude tout en haut, il est montré que c'est mieux de mettre les gens la tête en bas avec 20 degrés. Et ça a été étudié également en mettant les patients sur la tranche, voire en Trendelenburg plus appuyé de 30 degrés. Ça semble être mieux. Il y a peu d'études sur le sujet, mais c'est peut-être une piste à creuser. Bon, l'urétéroscopie proprement dit, je vais aller assez rapidement. C'est bien d'avoir une opacification. Le guide de sécurité, on en a parlé. Je pense que c'est quand même un message à faire passer. Concernant les gaines, voilà, je vous en ai dit un petit mot déjà. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'on sait, c'est que ça diminue la pression. Pour les autres complications, c'est moins évident. L'infection, probablement dans les calculs d'infection, ou supposait-elle, il faut le mettre. Il y a aussi l'intérêt, aussi, si on veut avoir des fragments, par exemple, si vous avez des calculs très mous, où il faut retirer du matériel, et le dusting ne va pas être génial, parce que ça ne se duste pas bien, si j'ose dire comme ça. Là, on a intérêt à avoir une gaine pour pouvoir extraire des morceaux. Et je vous dirai un mot tout à l'heure des nouvelles gaines aspirantes qui arrivent sur le marché. Alors, c'est un peu les choses récentes sur les gaines, c'est des gaines aspirantes. Et puis, il y a aussi des urétéroscopes avec aspiration intégrée, où il y a plusieurs manettes, un peu comme votre aspirateur domestique, où vous pouvez plus ou moins aspirer en fonction de l'effet souhaité. Alors, le premier temps, il faut explorer. Bon, ça c'est classique dans l'urétéroscopie. Laver jusqu'à bien voir ce qu'on fait. Regardez les papilles, ça donne une idée déjà de la nature des calculs. Voir l'aspect également du calcul qui vous donne aussi cette information, si besoin opacifier, si vous êtes un peu perdu. La classique relocalisation, hein, c'était une espèce de doxa, donc il faut essayer de relocaliser. C'est sûr que ça diminue probablement le risque de casse de l'endoscope. Toutefois, d'un point de vue résultat, c'est moins évident. Il y a certaines études disent oui, enfin Hippocrate dit oui, Galien dit non. Il n'y a pas de données bien claires sur le sujet. Il y a des biais, certains disent que c'est plutôt lié à la gaine, au diamètre de l'endoscope. Donc on peut recommander quand même, si possible, de recommander, ça semble de bon sens. Si on casse un calcul, il y a toujours de la poussière et elle est dans l'axe pour descendre. Alors quel laser utiliser? Il y a 3 lasers sur le marché. Il y a les lasers Holmium. Là j'ai mis un 100 watts, mais avec un 30 watts, on fait très bien du calcul. Le thulium fibré et le thulium YAG. Que disent les recommandations? Il n'est pas recommandé d'utiliser plutôt l'un que l'autre. Alors, elle date de 2022, hein, c'est peut-être amené à bouger. Et là, dans les recommandations de l'époque, on ne parlait pas du thulium YAG qui n'existait pas. Alors, un point important à souligner, me semble-t-il également, c'est le risque de fracture de la fibre. Cette étude de Usan a étudié le risque de bris de fibre en fonction du rayon de courbure qu'on donne à l'endoscope. Et si, sans surprise, plus le rayon de courbure est petit, plus on risque de casser la fibre. L'autre élément important, c'est que ça casse beaucoup plus en fragmentation qu'en dusting. Donc c'est une donnée aussi à savoir. Et ce qui semble intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de fracture de fibre qui est décrite avec le TFL. Quand j'ai appelé plusieurs copains qui ont du thulium fibré, ils n'ont pas eu, enfin il y en a peut-être eu dans la salle, mais ça semble être moins le cas, probablement lié à l'effet de moindre peak power que vous connaissez. Avec le thulium, c'est une onde un peu plus plate, alors que dans le peak power de l'olium, il y a une espèce de pic de crête qui est beaucoup plus important. Bon, l'urétéroscopie, si on ne peut pas relocaliser, voilà, bon, je vous apprends rien, il faut insérer la fibre avant de la tourner, ça ne sert à rien d'enlever le coating autour, et puis ensuite, il faut accéder au calcul. Pour ce faire, il faut utiliser tous les moyens. Je vous ai dit un mot de la position, c'est peut-être à étudier. Faites de l'anesthésiste votre allié. Parfois, c'est intéressant d'avoir des petites amplitudes respiratoires, parfois des plus grandes, parfois d'avoir recours à l'apnée. Utilisez toutes les rotations de votre appareil, les micro-rotations, et j'ai appelé ça la main secourable. Parfois, on a besoin d'un ami qui vous soulève le rein et l'amène sur l'urétéroscope. C'est rare, mais ça peut arriver. Vous connaissez tous ces diapositives de Traxair. Donc, pour vous rappeler les 3 principaux types de traitement des calculs, juste pour mémoire, le seul mode où on utilise du pulse court, c'est la fragmentation. Les autres ont du pulse long pour pas qu'il y ait d'erreur. Et toujours, il faut commencer avec des petits paramètres et augmenter progressivement. Concernant les résultats, c'est une grosse étude, mais rétrospective. Celle-là disait qu'en fait, il fallait faire un peu de tout. La fragmentation seule, c'est pas génial. Le dusting, c'est pas génial. Mais la combinaison de tout, c'était ce qui était le mieux en termes de résultats. Alors, l'approche
tactique, vous savez, c'est un balayage, hein, parce que sinon vous allez tout droit, puis à un moment vous faites du chauffage, et le chauffage c'est aussi un sujet. Nadia vous a dit tout à l'heure, il ne faut pas dépasser 10 watts dans l'urtère. La tige calicielle, c'est un peu comme un urtère, quoi. C'est un tuyau un peu fermé, donc il ne faut pas y aller non plus trop fort avec un urétéroscope flexible, surtout si la tige est étroite, vous vous retrouvez dans la même situation que dans un urtère. Alors, à l'avenir, il va y avoir des gaines d'aspiration. Alors, actuellement, elles sont encore assez grosses. Peut-être qu'avec la diminution des urétéroscopes, maintenant, le plus petit fait 6,3 sur le marché, il y aura des systèmes d'aspiration ou un peu, comme en mini percutané, de systèmes de vacuum cleaner que vous connaissez tous également. Alors, si ça vient de démarrer. Donc, il y a des gaines aussi qui sont flexibles. Ceci dit, dans les études, on note quand même qu'il y a si le taux de sang fragment est assez excellent, il y a quand même des problèmes hémorragiques. Et c'est vrai généralement, on ne met pas la gaine dans les cavités rénales. Alors c'est vrai que mettre une gaine, passer la jonction déjà, et ensuite aller dans la tige, on comprend que ça puisse saigner. Et moi, j'ai peur qu'il y ait des sténoses de la jonction. Je n'en ai pas trouvé dans la littérature, ce qui me semble quand même extrêmement curieux. Mais bon, c'est peut-être l'enthousiasme des débuts. Donc là, par exemple, quand on fait une aspiration parfois un peu forte, vous voyez que ça collabore complètement les cavités. Et donc, c'est une technique, bon, je dirais que c'est des techniques un peu à la mode, mais en cours d'évaluation. Sinon, plus classiquement, on récupère les fragments avec tous ces paniers que vous connaissez bien sûr. Juste quelques règles de base en urétéroscopie. Bon, il ne faut pas forcer, allez-y doucement, parce que surtout si le parenchyme est fin, c'est une patiente que j'avais opérée, là, oui, il y a eu une belle suffusion périrénale. Et ça, heureusement, ce n'est pas moi qui l'avais opéré, mais il y a des risques de fracture aussi, il y a des ruptures d'urétéroscope qui sont décrites dans la littérature, avec des urétéroscopes bloqués, avec un taux d'avulsion urétérale, enfin de catastrophe, où Didier serait sans doute sollicité. En fin de procédure, bon, il faut regarder l'horloge, comme toujours en urétéroscopie, il ne faut pas que ça dure indéfiniment. Apprécier le caractère sans fragment avec les guides que vous avez, avec les repères visuels que vous avez habituellement. Selon le contexte, faire des ECBU, soit piédiques, soit des calculs. Bien partir sous contrôle de la vue pour voir l'état de votre urtère notamment, et drainer. Rapidement sur le drainage, c'est assez classique tout ça. S'il y a des fragments, si vous aviez associé ça à un calcul impacté par exemple dans l'urtère, un contexte septique, des lésions urétérales à la descente de la gaine, une procédure longue, une gaine large. Moi je résume ça par se poser la question, c'est y répondre. Et ensuite, s'il y a des fragments résiduels, parce qu'on a vu que c'était des techniques pas mal, mais ce n'est pas génial, vous voyez que dans la recommandation apparaît autre chose. Que disent les résultats? Alors ça, c'est une étude pour le coup prospective assez importante. Alors c'est plutôt pas mal, hein, c'est 82% de bons résultats, mais ça veut dire qu'il y a quand même 18% de fragments résiduels. Alors, déjà, il y a des définitions peut-être à connaître. Maintenant, avec les nouveaux thuliums, ça c'est un petit film d'Olivier Traxer, on fait de la poussière, donc c'est très petit, 250 microns, c'est très petit. Ensuite, il y a les fragments résiduels significatifs ou non. Alors avant, on disait 4 mm pour la lithotricie, on est descendu à 3, 2. Bon, tout ça, ça va sans doute évoluer avec les nouvelles technologies. La posturothérapie fait partie des recommandations de traitement. Alors bien sûr, il y a des contre-indications un peu de bon sens. Vous n'allez pas mettre une dame qui a un IMC à 40, la tête en bas. Mais c'est recommandé de le faire, si possible en hydratant les gens au préalable. Alors il y a plusieurs systèmes dont je vais vous parler maintenant. Et il est recommandé de filtrer et de tamiser les urines après. Alors, une étude de, je crois, 2016 avait mis des reins fantômes de silicone dans des petits trains de mine, dans un parc d'attractions. Et ils avaient regardé que devenaient les calculs. Et sans surprise, les calculs bougent, surtout dans le wagon de queue. Et l'équipe de Marseille avait étudié ça, d'abord chez les enfants. Cette technique, alors on entre dans la musique, c'est la technique des Rolling Stones, où ils mettaient les enfants en bas, c'est assez souple, les enfants, avec des systèmes de vibrateurs thoraciques qui sont toujours utilisés à Marseille, mais il y a un problème de remboursement par les kinés. J'ai sollicité une de mes externes pour faire la position chère à Nadia Habib du chien tête en bas de yoga, qui peut aussi être utilisé assez facilement. Et j'aime citer ce livre d'Andrei Kourkov, c'est un écrivain ukrainien, dans lequel, à Lvov, on connaît tous cette ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Il y a un des héros du roman qui a un site internet, les gens lui envoient leur ASP, il les récupère à la gare, il leur donne à boire 2 verres de cognac polonais, il les met dans sa vieille Opel Astra,
Et c'est pas du billard, ou du moins c'est pas du billard français, c'est du billard américain, les rues là-bas. Et donc avec les soubresauts, il fait une espèce de vibrothérapie jusqu'à ce que les gens éliminent leurs calculs. Enfin, pour rester dans la musique, après un groupe britannique et un guitariste américain, bon, j'ai pas trouvé de chamonniard, donc j'aime bien citer Hubert Félix Stephen, avec son titre que vous connaissez peut-être, qui est bipède à station verticale. C'est un peu le problème de l'urétéroscopie du calcul inférieur. C'est 35% des calculs, quand même, à peu près. Mais l'urétéroscopie trouve là un de ses intérêts majeurs. Il faut bien planifier l'intervention en préopératoire, connaître les urétéroscopes, notamment sur leur gaine de sortie, les différents lasers, les gaines aspirantes, les urétéroscopes aspirants auront-ils un avenir et changeront-ils des choses? Je n'en sais rien. La posturothérapie, il faut quand même la proposer. Et là, pour finir, ça, c'est pas du tout un calcul une tige calicienne inférieure, c'est la mer de glace, en fait. J'ai trouvé cette vieille diapositive, cette vieille gravure. Puis je voudrais remercier mes maîtres, en commençant par M. Gelet, que beaucoup connaissent ici, les autres, vous les connaissez aussi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'était hyper clair. Hein. Plein de trucs et astuces. Je ne suis pas sûre que tous les jeunes connaissent hein, la micro-rotation. Est-ce que vous savez bien tous qu'il faut relocaliser, qu'il vaut mieux relocaliser les calculs quand ils sont caliciels inférieurs? Est-ce que vous le faites? Ouais. Même quand vous... Est-ce que vous utilisez du thulium fibré? Est-ce qu'il y a certains centres qui ont du thulium fibré? Non, personne. Pour l'instant, vous avez tous que de l'holmium. Parce qu'en fait, oui, ils expliquent qu'avec le thulium fibré, effectivement, il y a beaucoup moins de risques de casse de fibres. Donc, il y a moins besoin de relocaliser ces calculs. Mais malgré tout, c'est vrai que pour l'idée du stone free, il vaut mieux les relocaliser de toute façon, quand on peut, pour que les débris puissent vraiment sortir et être dans l'axe de l'urtère. Alors on pourrait dire un mot aussi des échecs complets de l'urétéroscopie, parce que bon, je vous ai montré, mais enfin il y a des calculs qui sont inaccessibles. Hein, alors bon, après il faut voir s'il faut vraiment les traiter ou pas. Hein, c'est des calculs qui sont soit dans des diverticules, soit dans des calices vraiment qui sont dans des systèmes très biscornus, où il y a probablement un intérêt soit à faire de la litho, mais enfin il faudrait encore que les calculs puissent sortir, soit à faire des techniques de chirurgie percutanée en allant vers le mini ou le micro, quoi. Oui, moi, j'ai une question. Je me prends ma casquette de chef de service. Je reçois des factures régulières sur des urétéroscopes cassés. Donc, du coup, ça râle pas mal au niveau du biomédical. Et en fait, je me posais la question de savoir les études qui concernent taxe carbone, RSE, sur matériel jetable versus matériel stérilisable. Est-ce qu'on a des choses un peu sérieuses sur le sujet ? Et deuxièmement, comment conditionner, j'allais dire, une conduite à tenir qui soit raisonnée et raisonnable entre l'utilisation de matériel jetable à certains égards et puis de matériel plus durable à d'autres égards? Ou est-ce que vous avez une vision différente et que vous avez finalement trouvé que l'utilisation du jetable va devenir le standard d'utilisation? Alors, je crois, alors pour ce qui est du projet un peu écolo, entre guillemets, il y a un travail en cours avec Pierre Merlin, mais Nadia doit pouvoir mieux te répondre que moi. Je vais essayer de répondre à ton autre question. Il y a eu plusieurs études, notamment par Romain Boissier, qui ont regardé un peu le coût médico-économique de ces différents endoscopes. Clairement, probablement, en faisant attention, par exemple, moi j'ai vu clairement la différence selon les opérateurs, quoi. Hein, on pourrait en arriver à faire 50-60 urétéroscopies avec un appareil stérilisable. Et on est descendu à des chiffres bien moindres. Donc il y a la formation. Il faut vraiment faire attention à la formation, que les gens fassent attention notamment à recouper leur fibre laser. Dès que vous voyez une étincelle au bout de la fibre laser, il y a un début de burn back, il faut couper la fibre laser, quoi, tout de suite. Parce qu'une fois que c'est grillé, c'est trop tard. Donc déjà, il y a ce côté éducatif. Et puis il y a les cas aussi qui sont différents. Quand on passe 2 heures dans un calcul compliqué, un peu dans un système, allez, dans un briquaire par exemple, soyons caricaturaux, vaut mieux prendre un usage unique. Donc il n'y a pas de réponse uniforme. Quand c'est simple, rapide, je pense qu'un standard c'est bien. Surtout qu'ils sont quand même bien solides. Moi j'aime bien le Flex X2 de Storch. J'ai pas de conflit d'intérêt avec ces gens-là, mais c'est un appareil super solide, quoi.
Pour les cas un peu différents, un peu plus compliqués, non. Alors, ce qui apparaît en plus de plus en plus, c'est la miniaturisation des urétéroscopes jetables. Je vous ai parlé du 6.3, maintenant le 7.5, c'est la norme, quoi, à peu près. Alors, il y a des... Donc, plus c'est petit, moins c'est dangereux, moins si on met une gaine, moins on met une grosse gaine, et moins on abîme. Hein. Oui, je commente juste parce que toi, du coup, si c'est Étienne Denis qui fait 60 procédures, c'est une chose. Maintenant, si on fait faire aux internes et si on fait faire aux plus jeunes, moi je peux te dire que vaut mieux là, peut-être actuellement, utiliser de l'usage unique. Je me suis fait épingler par le biomédical parce qu'on est entre 15 et 20 procédures. C'est-à-dire que toutes les 15 à 20 procédures, on renvoie l'appareil pour réparation. Quoi. Donc là, il y a il y a cet aspect qui compte aussi, hein. Bien sûr. Oui, du coup, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser de l'usage unique, c'est sûr, parce qu'il faut en faire minimum 20 en fait, pour que ce soit rentable. Ouais. Parce que c'est 10 000 € à peu près la réparation, c'est 500 € l'urétéroscope jetable. Donc, non, mais c'est vite un coût. Hein. C'est pour ça que la gaine aussi, Karim en parle, mais c'est aussi un coût médico-économique. Hein. Et Pierre n'est pas là. C'est la thèse de Pierre Merlin, donc on pourra présenter les résultats l'année prochaine à Eurofocus. Pierre est reparti, donc il ne peut pas nous donner ses résultats actuels. Je n'ai pas encore vu ce qu'il avait réussi à sortir, mais on vous le présentera l'année prochaine du coup. On a fait une belle étude sur 4 centres, donc avec Étienne Denis, nous, la clinique de Toulouse, Eurosud, la grosse clinique, et la clinique de Périgueux, ce qui permet d'avoir des petits centres hospitaliers, des gros centres hospitaliers, des grosses cliniques et des petites cliniques. Et on aura une belle comparaison, on aura les résultats l'année prochaine. Exactement. On a des internes. Donc souvent où je les aide. Moi je trouve que l'urétéroscopie tout seul, il y a des moments où c'est super casse-gueule. Ah oui. Tu as des choses à dire? Ouais. Je sais pas, combien d'entre vous font des urétéroscopies tout seul? On est que 4 à faire tout seul. Les autres, avec les autres, vous avez une aide qui vous aide. Nous aide.